Gentlemen, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Après avoir couvert dans l'épisode numéro 1 les fondamentaux, c'est-à-dire un costume gris, un costume bleu, après avoir couvert dans l'épisode numéro 2 des choses un tout petit peu plus avancées mais qui restent, selon moi, importantes à posséder dans toute garde-robe, à savoir un costume 3 pièces et une veste sport, aujourd'hui nous allons aborder une troisième catégorie de vêtements que j'appellerais les vêtements un peu plus spécifiques, c'est-à-dire des vêtements dédiés soit à des conditions climatiques particulières, comme par exemple l'été où il fait très chaud, soit à des occasions particulières, comme les soirées formelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément dans le monde anglo-saxon, les soirées black tie. Alors, les costumes d'été. D'abord, première chose, je dois vous faire une confession, c'est que j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant d'investir dans un bon costume d'été. En effet, je pensais que les tissus que j'avais choisis pour mes premiers costumes étaient censés être des costumes toute saison, dans ce qu'on appelle entre guillemets toute saison, qui est un petit peu un mensonge, puisque on va dire toute saison, oui, ça va de grosso modo mi-septembre jusqu'à mi-juin, fin juin. Mais au mois de juillet et au mois d'août, si vous avez l'intention de rester élégant et de porter des costumes, il est quasiment impossible de porter ce type de costume toute saison parce que lorsque vous êtes dans des conditions climatiques particulièrement chaudes, eh bien, votre costume 3 saisons sera quasiment importable. Ou alors, si vous le faites, vous transpirerez énormément et votre élégance et même votre confort en subira les conséquences. Quand nous parlons de costumes d'été, de quoi parlons-nous ? Nous parlons principalement de matière. Parce qu'un costume d'été peut être croisé, peut être droit, peut-être avec des revers en pique, avec des revers en cran, peu importe. On ne parle pas de style, on parle principalement de tissu. Et dans ce domaine, on est obligé d'avouer que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les filatures de laine ont énormément progressé sur le sujet, avec des laines qu'on appelle tropicales, qui sont des laines extrêmement légères, avec des mélanges comme soie, lin et laine, qui sont très très populaires actuellement, qui donnent des touchés très soyeux, mais des vêtements extrêmement légers, ou avec des mélanges laine et cachemire extrêmement légers. Donc, pour les tissus dits classiques, les laines dites tropicales sont une première catégorie qui peuvent être extrêmement utiles pour faire de très beaux costumes d'été. Et je vous conseille fortement d'investir assez tôt dans votre garde-robe dans un beau costume d'été. La deuxième matière, qui est peut-être la reine des matières pendant l'été, c'est le lin. Alors le lin, contrairement à la laine, n'est pas une matière d'origine animale, mais c'est une matière d'origine végétale. Le lin, le plus beau lin, parmi les plus beaux lins au monde est fabriqué en Irlande, c'est le Irish Linen, le lin irlandais. Alors le lin, personnellement, là encore, j'ai beaucoup tardé à faire l'acquisition d'un costume en lin. Pourquoi ? Parce que j'avais du mal, comme beaucoup, avec la nature de cette matière. Le lin a une particularité, c'est qu'il se froisse, et il se froisse quasiment instantanément. Vous portez un costume en lin, ne serait-ce que quelques heures, inévitablement, il sera froissé. Et vous ne pourrez rien y faire, et même si vous le repassez, même si vous passez à la vapeur, il sera toujours un tout petit peu froissé, parce que c'est la nature même de ce vêtement. Et j'ai mis presque, personnellement, 10 ans à savoir apprécier ce type de vêtement et à accepter le fait qu'un vêtement en lin se portait froissé. Aujourd'hui, c'est fait, et c'est tellement bien fait que je vais sans doute multiplier les costumes en lin parce que j'ai goûté à cette matière qui est une matière sèche, donc qui est une matière extrêmement respirante et qui peut se porter vraiment sous des températures parfois même extrêmement chaudes. Et j'ai fait faire, notamment chez mon ami Luigi Dalquere, un très beau costume croisé 6-on-1, donc 6 boutons avec un seul attaché, en lin blanc crème, en lin irlandais blanc crème, et j'en suis extrêmement content. Et j'ai apprivoisé l'idée d'avoir un costume froissé, et je dois même avouer que ça vous apporte quelque chose d'un petit peu différent. Un costume en lin, quand il est froissé, vous ne le portez pas de la même façon que vous portez un beau Super 150 en laine. Un beau Super 150 en laine, pour moi, il faut qu'il reste impeccable, soit impeccablement repassé et qu'il tombe parfaitement. Un costume en lin, c'est un tout petit peu plus relax, et je trouve que ça va bien avec l'ambiance estivale. Voilà, donc
Si vous êtes prêt à apprivoiser ce problème, qui n'est pas un problème, cette particularité du lin qui est de se froisser, je vous conseille d'y aller à 100%. Un costume en lin sera toujours un excellent investissement. Le troisième type de matière, c'est ce qu'on appelle le coton seersucker. Le coton seersucker, sans rentrer dans les détails trop techniques, en fait, est une matière extrêmement respirante et quand vous regardez la surface de ce tissu, en fait, il n'est pas plane, il est comme un peu gaufré. C'est-à-dire qu'il y a des parties du tissu qui sont plus hautes que d'autres, et donc cet effet de gaufrage permet une circulation optimale de l'air quand il fait très chaud. Généralement, un costume seersucker est un costume bicolore, c'est-à-dire avec une rayure d'une couleur et une rayure blanche, donc on l'a bleu et blanc, noir et blanc. Dans certains pays, ils aiment porter le seersucker en rouge et blanc. Pour ma part, je trouve que c'est un tout petit peu connoté marchand de crème glacée et ne soyez pas surpris si vous portez votre beau seersucker rouge et blanc que dans certains pays, un enfant vienne vous tirer le bas de la veste en vous demandant une glace. Plaisanterie mise à part, le seersucker est un joli ajout à une garde-robe. Personnellement, ce n'est pas mon goût, je n'ai pas opté pour cette solution, mais c'est très certainement quelque chose de valable au niveau d'un vêtement d'été. Donc, laine tropicale, lin, seersucker. Et il y a une quatrième matière qui n'est pas exactement un vêtement d'été, qui est promu comme étant un vêtement d'été, le solaro. Alors, qu'est-ce que le solaro ? Le solaro traditionnel est un vêtement relativement épais, c'est pour ça que ce n'est pas exactement un vêtement de plein été, mais plutôt un vêtement de printemps ou d'automne. Mais c'est un tissu qui est originellement fait par la maison Smith Woolens, qui fait partie de Harrison of Edinburgh maintenant, donc un tissu britannique. Bon, bien que maintenant on puisse trouver du solaro, entre guillemets, à peu près partout, même chez les drapiers italiens. Généralement, le solaro classique est de couleur marron, avec à l'intérieur une trame de tissu qui est en orange. Et l'idée derrière ça, c'est que la partie orange est supposée refléter les rayons du soleil et donc vous protéger d'une agression du soleil quand il fait très chaud. Bon, en dehors de cet aspect, on va dire technique, le solaro est surtout apprécié parce que quand vous avez un solaro dans votre garde-robe, personnellement j'ai opté moi pour un solaro vert, c'est-à-dire un solaro classique mais avec une petite dose un petit peu aventureuse, une petite, comme on dit, classique with a twist. Mais si vous avez un solaro dans votre garde-robe, cela est plutôt utilisé par les gentlemen aujourd'hui comme une espèce de marque de culture vestimentaire. Quand on a un solaro, ça veut dire qu'on sait de quoi on parle, ça veut dire surtout qu'on sait ce qu'on porte. Donc c'est un vêtement qui est un peu marqué pour les gens qui sont vraiment éduqués en termes vestimentaires. Passons maintenant à ce qu'on appelle les vêtements formels. Et d'ailleurs, quand je dis vêtements formels / black tie en anglais, c'est un peu un abus de langage parce que en réalité, un black tie, ou ce qu'on appelle en France un smoking, qui est appelé un tuxedo aux États-Unis, ou un dinner suit en anglais, en fait, il ne s'agit pas d'un vêtement formel, mais plutôt d'un vêtement semi-formel. Je vous explique pourquoi. Le vrai vêtement formel, c'est ce qu'on appelle le white tie. Pourquoi je fais cette distinction ? Tout simplement parce que le vrai vêtement formel, qu'on appelle white tie en anglais, n'existe plus vraiment. Pourquoi ? Ou plus exactement, les occasions de le porter n'existent plus vraiment. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu l'occasion d'être invité à une soirée formelle qui n'existe, à ma connaissance, que dans certaines cours royales, dans certains événements extrêmement huppés dans la grande aristocratie ou dans des soirées particulièrement privées à l'opéra. Mais sincèrement, n'ayant pas eu l'occasion d'en porter, je n'ai jamais eu l'impulsion de faire l'acquisition. D'ailleurs, la plupart des gens qui portent ce genre de white tie, donc je vous rappelle ce que c'est une queue de pie qui ne se ferme pas, qui est portée par-dessus une chemise blanche avec un nœud papillon blanc. La plupart des gens le louent parce qu'on a peut-être 2 ou 3 occasions dans sa vie de porter un habit vraiment formel. Donc voilà pourquoi il ne me semble pas indispensable d'avoir un habit formel dans votre garde-robe. En revanche, faire l'acquisition d'un habit semi-formel, donc ce qu'on appelle un black tie, me semble opportun dans votre progression sartoriale. À un moment, vous allez avoir inévitablement besoin
d'un smoking ou d'une veste en velours de smoking, parce que avec le retour en grâce de la culture sartoriale, avec l'engouement de la jeune génération pour l'élégance masculine classique, il se trouve que les occasions de porter le smoking, j'ai pu l'observer moi-même depuis quelques années, sont en train d'augmenter. Bon, évidemment, vous n'allez pas porter un smoking tous les 2 jours, mais ça peut arriver plusieurs fois par an. Et donc, quand ça peut arriver plusieurs fois par an, je pense que ça justifie, si vous le pouvez bien entendu, l'acquisition d'un habit semi-formel, en sachant qu'aujourd'hui, on peut faire l'acquisition d'un habit semi-formel en prêt-à-porter, et même en prêt-à-porter accessible. Je crois que Suit Supply, notamment, en fait à 500 ou 600 €. Ça reste un investissement. Enfin, c'est pas totalement inaccessible. Et de nombreuses marques de prêt-à-porter le proposent aujourd'hui. Je crois que Chiffonelli, d'ailleurs, on propose un très beau modèle de veste en velours bleu, dans plusieurs couleurs, également dans sa gamme de prêt-à-porter. Donc, je vous rappelle, 2 grandes catégories sur ce type de vêtements semi-formels. Le smoking, donc, est un costume avec des spécifications particulières, c'est-à-dire l'utilisation de la soie, des boutons recouverts, un galon qui va sur le côté du pantalon. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment des choses très très spécifiques. Et de l'autre côté, quelque chose d'un tout petit peu plus, polyvalent, qui est une veste en velours, que vous pouvez, généralement qui est bleue, mais on peut même en voir aujourd'hui des vertes, des rouges, de toutes les couleurs, mais une veste en velours qui, au passage, est une veste difficile à faire pour un tailleur. Vous ne savez peut-être pas, mais le velours est une matière extrêmement compliquée à travailler, puisque, par exemple, un tailleur en grande mesure, il va donner la forme à un costume majoritairement, bien sûr avec la coupe, ce qui est majeur, mais aussi majoritairement avec un fer à repasser de la vapeur. Le problème avec le velours, c'est qu'on ne peut pas le travailler à la vapeur, parce que la vapeur et le fer à repasser détruisent le velours qui ne supporte pas d'être traité de la sorte. Donc c'est vraiment un vêtement qui n'est pas un cadeau pour un tailleur, mais c'est aussi une bonne façon de juger de la qualité d'un tailleur, de lui faire exécuter une veste de smoking en velours. J'en possède une, moi, de chez Pino Peluzzo à Naples, et je dois avouer, d'ailleurs je salue Pino au passage, qu'il a fait un excellent travail et que ma veste est absolument magnifique. C'est une veste que vous pourrez porter. Alors, il y a des gens qui s'amusent, et je trouve ça assez intéressant d'ailleurs. Il y a une nouvelle liberté d'expression aujourd'hui, je trouve, dans l'art vestimentaire masculin. Certaines personnes aiment porter des vestes de smoking en velours par-dessus un jean, de manière un tout petit peu plus casual, et je trouve ça plutôt encourageant. Brisons les codes, c'est un peu le motto de Parisian Gentleman, la devise de Parisian Gentleman depuis l'origine. First learn the rules, then break them. Donc d'abord connaître les règles avant de les briser. Si vous arrivez à ce niveau-là, je pense que vous pouvez vous amuser et porter une veste de smoking sur un jean, ça peut être vraiment, vraiment rigolo. Donc voilà pour cette série sur les garde-robes. Donc je vous rappelle, pour résumer, nous avons commencé avec un costume gris, un costume bleu. Donc là, nous avons fait les premiers achats, les basiques, c'est les fondations d'une garde-robe. Ensuite, nous avons continué avec un costume 3 pièces et une veste sport qui vous permettait d'aller un tout petit peu plus dans le raffinement et surtout dans une approche stylistique un tout petit peu plus raffinée. Donc avec déjà 4 vêtements, vous aviez, on va dire, les fondations plus le rez-de-chaussée. Et là, avec les vêtements spécifiques, donc vêtements d'été et vêtements semi-formels, vous avez le premier étage. Donc je pense que votre maison, votre garde-robe de gentleman, on peut dire que lorsque vous atteignez ce niveau, vous avez une garde-robe de gentleman et que c'est fait, vous pouvez faire face à peu près toutes les situations de la vie, toutes les situations sociales, toutes les situations business, toutes les situations formelles et même toutes les situations climatiques. Voilà, donc quand vous arrivez à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire que vous avez une vraie garde-robe de gentleman. Cheers!